Bonjour tout le monde, bienvenue à Consommation. Cette semaine à l'émission, on reçoit à nouveau l'auteure Catherine Tabet. Bienvenue à Consommation. Cette semaine à Consommation, on se trouve au Café Vanout de Saint-Georges, un endroit parfait pour découvrir ou redécouvrir les livres de mon invitée Catherine Tabet. Bonjour Catherine. Bonjour Chloé. Catherine, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, toi et moi. Nos auditeurs se rappelleront qu'il y a à peu près un an, tu étais venue pour nous parler de ton deuxième tome, de ta trilogie, mais qui s'appelle Sophia Bradley. Là, tu en es rendu au troisième. J'aimerais d'abord que tu nous parles peut-être vraiment de la trilogie proprement dite. C'est quoi? Ça s'adresse à qui? OK. Bon, la trilogie, ça s'adresse à, je dirais, à un jeune public, plus, qui est de 13-30 ans, qui est quand même assez large. Mais on peut avoir 11 ans, avoir envie de le lire, puis on peut avoir 40-50 ans. Et je pense aussi que Sophia Bradley, pour le résumer rapidement, là, je veux dire, la clientèle à qui il s'adresse, c'est la jeune fille qui a 11-12 ans, qui aspire à devenir, à 17-18 ans, comme Sophia Bradley. C'est celle de 17-18 ans qui vit ce que Sophia et les amis de Sophia peuvent vivre. C'est celle de 26 ans aussi, parce que dans les tomes 2 et tomes 3, nos personnages sont rendus à 27, 28, 30 ans. Donc, c'est aussi celle de 26, 27 ans qui se retrouve ou qui a vécu. Puis, et c'est aussi, disons, la mère aujourd'hui qui, elle, a vécu à 16, 17 ans une histoire telle qu'on retrouve dans Sophia Bradley, qui est une histoire d'amour, d'amitié. C'est 4 jeunes filles de 17 ans qui sont à Vancouver. Avec les garçons, l'histoire, c'est l'école, le sport. Puis il y a Sophia Bradley qui rêve du prince charmant. Elle y croit, elle croit à l'homme, à l'éternité, l'amour pour la vie, un seul amour, elle y croit. Puis finalement, elle va le trouver. Elle le rencontre, elle rencontre son prince à elle. Puis je pense qu'on a tous un peu notre prince au fond de notre cœur. Alors, elle rencontre son prince qui est Andrew. Puis bon, voilà qu'il y a un an qui se passe avec ces personnages. Puis il se passe finalement, il y a un événement qui arrive à la fin du tome 1 que je ne peux pas vous raconter. Dans le tome 2, on les retrouve à 26-27 ans. Tome 3, même chose, mais c'est la boucle de chacun des personnages. Il y a l'entrée de nouveaux personnages. C'est beaucoup sur chacun, ce qu'ils pensent, le destin de chacun un peu et leurs croyances dans la vie. Il n'y a pas personne qui croit à la même chose. C'est un peu ça, c'est le dénouement de la vie de chacun, la boucle, puis en même temps la réunion de plusieurs individus. Et je vous dirais que le tome 1 est inspiré de ma vie à moi. Okay. Alors je me dis qu'il y a sûrement plusieurs jeunes filles qui l'ont vécu, qui vont le vivre. C'est pas toujours, c'est des situations qui peuvent être très difficiles, mais finalement, il y a toujours une lumière, là, si on veut, puis il y a toujours façon de s'en sortir. Puis l'aide des amis est vraiment très importante. Puis c'est pour ça que j'axe beaucoup. J'insiste beaucoup sur les amis. On apprend à les découvrir dans le tome 2, dans le tome 3. On apprend qui elles sont, comment elles pensent. Fait que c'est un peu ça. Ça, c'est Sophia Bradley. Est-ce que cette trilogie-là, parce que je t'ai entendu parler de boucler la boucle, mais aussi que ça ouvrait à d'autres développements, y en aura-t-il d'autres ou si c'est la fin où on passe à autre chose? C'est toujours mon interrogation. Dans ma tête, à moi, c'est terminé. Okay. Mais présentement, je suis en réflexion. Je ne dirais pas 2 histoires dans ma tête, mais pas très loin. Il y a un des personnages, en fait, il y en a 2. Il y a Magali. Pour ceux qui ont lu Sophia Bradley vont comprendre que Magali est un peu colorée comme personnage. Elle est très différente des autres. Alors, il y aurait peut-être la vision de Magali pendant les 7 années où je ne parle pas. Okay. Entre le 17 et le 26. Ou sinon, il y aurait Juliette. Juliette, on la retrouve dans le tome 3. Pour moi, c'est un personnage que j'affectionne beaucoup. Peut-être aussi... En tout cas, bref, il y a d'autres romans qui s'en viennent. Mais je crois que Sophia Bradley est terminée. Mais on peut retrouver Sophia Bradley, mais sous une autre dimension. Je veux dire, si jamais je prenais Magali, elle va nous parler des personnages, elle va nous parler de Sophia, sa sœur, mais c'est toujours du point de vue de Magali, avec son histoire à elle et la suite de sa vie à elle. Lorsqu'on s'est rencontrés juste avant la sortie du tome 2, on parlait beaucoup ensemble de la promotion que tu avais faite de manière très imaginative. Rappelons-nous que
tu avais vraiment fait faire une bande-annonce. Est-ce que tu as réussi à avoir je te dirais des développements ou encore des feedbacks, si je peux utiliser l'expression, grâce à cette bande-annonce-là? De mes auditeurs, oui. Pas auditeurs, mais non, j'ai des lecteurs, lectrices, oui. Puis je croirais qu'un bon pourcentage des ventes, je veux dire, quand on ne connaît pas un livre, souvent on va s'attarder à la couverture. On la trouve belle. Bon, il y en a qui se sont attardés sur les bandes annonces et ont trouvé ça charmant, sympathique, peu importe. Non, mais je pense que ça leur a donné le goût d'acheter les romans. C'était très différent. Oui, ça piquait l'attention de certains, peut-être qui n'en auraient pas entendu parler d'emblée. Ben voilà, exactement. Puis je pense que c'est du bouche à oreille, puis ils regardent la bande-annonce, puis les bandes-annonces, ça circule un peu partout. Oui. Fait que ça, je pense que oui, ça a été un bel élément pour faire connaître Sophia Bradley. Maintenant, je sais aussi que j'avais parlé... j'aimerais faire soit une télésérie, soit un film. Fait que ça, on attend juste que quelqu'un peut-être nous approche, là, mais je me dis, tout va arriver à point, ça va venir. Mais quand, je ne sais pas exactement, mais je me dis pourquoi pas. Et aussi, si on fait référence à il y a un an environ et versus aujourd'hui, la popularité, ça a vraiment explosé, là. Je sais que tes romans sont vendus un peu partout. Au début, tu avais quelques points de vente. Là, c'est vraiment rendu à l'échelle de la province, c'est ça? Oui, là, c'est vraiment rendu à grandeur du Québec, là. Et merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. J'ai un agent, 2 agents qui m'aident énormément. Puis tout, dans le fond, les lecteurs, les lectrices, c'est eux. Pour moi, c'est ma meilleure publicité aussi. Si on peut pas aimer, c'est pas tout le monde qui peut aimer Sophia Bradley, mais à quelque part, je pense qu'on peut tous un peu aimer des romans, pas tout à fait d'amour à l'eau de rose, mais c'est amour, amitié. Puis aussi, je me dis, il y a pas de violence, il y a pas de drogue, c'est pas des romans qui sont difficiles. C'est pas dur à lire, c'est pas... on se retrouve un peu... Il y a beaucoup d'émotions, peut-être, mais non, c'est vrai, effectivement, ça l'a explosé, puis j'espère que ça va continuer. Oui, je souhaite. Tout à l'heure, j'ai envie de te demander, tu nous parlais peut-être des idées de téléséries, de films. Est-ce qu'il y en a eu quelques-uns sans vouloir être indiscret? Non, il y en a... Ce que j'ai eu, je dirais à peu près 2 ou 3 personnes, dont une personne qui est vraiment plus dans le domaine qui m'a dit « Mais tu devrais soumettre ton projet. Okay. » Mais j'ai dit « C'est parce qu'on n'a pas de projet. » Mais je veux dire, j'ai un projet dans ma tête, mais j'avais pas... Mon intention n'est pas ferme. C'était plus publié avant de... Alors, je me dis « Bon, maintenant, les mois qui vont suivre, on va peut-être plus s'orienter... Non, pas plus s'orienter, mais on va aussi explorer cette avenue-là. Peut-être aller rencontrer des gens ou soumettre une idée. Puis après, là, on verra. À court terme, est-ce que vous allez plus, toi et ton équipe, focuser sur justement l'exploration de ça ou tu vas te replonger dans l'écriture? Non, replonger dans l'écriture. Oui? Vraiment, non. Ça, c'est ma survie, c'est ma vie. C'est un endroit où je me sens tellement bien. Probablement, j'adore ça. Puis j'écris pas pour moi, j'écris pour les autres. Mais quand j'écris, je me mets à la place de celle ou celui qui lit. Puis je veux tellement qu'ils comprennent ou qu'ils s'imprègnent de qu'est-ce que je peux avoir dans ma tête. Que pour moi, c'est un plaisir. Là. C'est vraiment un plaisir. Il y en a qui vont dire que ça peut être un défi, mais je le vois pas. C'est une bataille contre mes mots. Je veux dire, c'est constamment, c'est les mots, les émotions que je veux faire passer au travers. Il faut toujours que j'aie comme le bon mot. Puis c'est la bataille, pas la bataille, mais avec ma correctrice, à être certaine qu'elle comprend très, très bien qu'est-ce que je veux dire. Puis des fois, c'est pas clair. Mais j'adore ça. Fait que non, en tout cas, je crois pas arrêter. Pas tout de suite, à moins qu'il y ait vraiment un changement drastique, mais je pense pas. En général, je suis très curieuse de le savoir, comment ça peut te prendre de temps à écrire un livre? Parce que je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que tu écris relativement rapidement. Oui, je pense aussi que OK. Une de mes forces, je pense, c'est d'écrire rapidement. Oui. Par contre, il faut ce qu'on appelle le rewriting après, là, ce qui est très, très long avec la correctrice, puis refaire, puis réécrire l'histoire. Fait que des fois, je me dis peut-être que je pourrais prendre un peu plus mon temps, mais c'est pas dans ma nature. Ça se passe... J'écris tous les jours. J'écris l'après-midi. Tu sais, souvent, il y en a qui disent y a-t-il un endroit, y a-t-il des heures? Mais c'est vraiment l'après-midi. J'écris toujours dans la même pièce, qui est à peu près salon, salle à dîner, cuisine. C'est tout à air ouverte. C'est très vitré chez moi. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'un air de circulation. Puis même s'il y a des gens qui circulent autour de moi ou qu'il y a des gens qui passent, ça ne me dérange pas. Je suis capable de plonger, puis d'écrire. Puis au contraire, on dirait que je me nourris des autres. Il y a des fois, j'ai besoin de mon silence, mais si j'écris à tous les jours, puis mon histoire, elle est constante. C'est comme... C'est comme votre travail. Je veux dire, on l'a dans la tête, on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire le lendemain ou à peu près, puis des sujets que vous voulez parler. Bon, ça, moi, c'est pareil. De mon côté, l'histoire est là, il s'agit juste de la mettre sur papier. Fait que
la mettre sur papier, c'est une chose, c'est pas très difficile. Je veux dire, c'est pas facile, mais c'est pas difficile. C'est après. Ouais. C'est de l'écrire et de s'assurer que le fil conducteur est là, que tout se suit. Ça, là, pour moi, c'est très difficile. Là. Est-ce que c'est comme, par exemple, moi, je pense à un étudiant qui travaille, qui fait un examen d'écriture, par exemple, et plus il se relit, plus il est plongé et il est peut-être tanné. Est-ce que ça t'arrive, lorsque tu écris, à un moment donné, d'en avoir, là, de dire, là, faut que je le fasse lire à quelqu'un parce que moi, je vois plus rien? Bien, effectivement, moi, je le lis pas. Je veux dire, je me relis pas. OK. À chaque fois que j'écris un chapitre, il est envoyé à deux personnes. J'ai 2 personnes qui me lisent. Puis j'ai un garçon qui me lit. Okay. Puis j'ai toujours son opinion masculine. Puis il y a mon conjoint qui, lui, il lit pas, mais j'y raconte, fait qu'il va me dire non. Pour vraiment, j'ai besoin, le peu de répliques, mais il y en a quand même pas mal, mais des garçons, surtout dans le tome 3, les hommes sont beaucoup plus impliqués. J'ai besoin d'avoir un point de vue masculin qui est réel, là, qui n'est pas dans ma tête à moi. Souvent, on n'a pas les mêmes genres de réponses, on ne vit pas les choses de la même façon. Fait que j'ai toujours quelqu'un qui me lit. Alors, si jamais je me perds dans mes idées, si jamais c'est beaucoup trop redondant, j'ai des personnes qui vont dire hey, « Catherine, non, ça marche pas, on te suit pas, c'est trop redondant, ou en tout cas XXX. » Fait que ça, c'est ma façon à moi, parce que je peux pas être objective envers mes romans. En fait, c'est très difficile, je suis très exigeante. Puis il faut qu'à un moment donné, que j'arrête et que je me dise « OK, là, mon histoire, elle est non pas parfaite, mais elle est pas mal à la hauteur de qu'est-ce que... » Puis une fois qu'il est publié, je me relis pas. Jamais. J'ai jamais rouvert un livre. Des fois, peut-être que je devrais, mais je le fais pas. Ah non, ça, c'est un stress, c'est une angoisse. Je veux pas le savoir. Intéressant, Catherine. En terminant, tes points de vente chez Sainte-Marie, il y a Twist, Laser, Musique et Livres. Ensuite de ça, rapidement, un peu autour, là, dans la région Chaudière-Appalaches. J'ai la librairie de la Chaudière, librairie Select, Archambault, tous les Archambault à la grandeur de la province. On a notre site Internet qui est www.catherinetabet.com. Et puis, il y a aussi rue des libraires. C'est rue RUES, des libraires. La majorité des librairies, il y a beaucoup de librairies qui sont membres. C'est comme un entrepôt, si on veut, général. Et puis, central, puis les gens peuvent se fournir de là aussi, tout dépendant où ils sont, si les régions sont plus éloignées. Mais absolument tous les Archambault puis les librairies. La librairie du coin pourrait avoir mon roman si ils ont juste à avoir le titre puis le demander. Merci, Catherine, et on te surveille pour la suite des choses. J'ai l'impression que ça va venir assez rapidement. Oui, j'espère. Merci beaucoup, Chloé. C'est vraiment gentil de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se dit à bientôt pour une autre édition de Consommation.